De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes Daoud Attal, Gracien Rokinikiza et Samuel Nyabok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'intégration régionale sur le continent africain, une dynamique en marche. Les chefs d'État et de gouvernement conjuguent leurs efforts pour rendre effective ce processus. Des défis sur le plan politique, socio-culturel et économique sont au cœur des programmes des pays du continent. Alors quels sont les efforts et les avancées faits par les autorités pour favoriser cette intégration régionale? Élément de réponse avec ce sujet d'Idlet Mirabel Bissou. L'intégration régionale, une dynamique en marche sur le continent. De la politique, en passant par la culture et l'économie, les pays s'accordent sur la nécessité de coordonner ensemble leurs actions pour atteindre une croissance émergente et un développement économique convoité. D'autres défis, comme la création d'une zone monétaire, la libre circulation des biens et des personnes, l'uniformisation des politiques des États et la construction des infrastructures, sont nécessaires pour une intégration régionale durable sur le continent. Prônée depuis les années 60, l'intégration africaine est devenue une traditionnelle conquête pour les États. En plus de 50 ans, quelles sont les politiques mises en place par les pays pour favoriser l'intégration régionale? Quelles sont les avancées dans ce domaine? Quelles sont les faiblesses des gouvernements? L'histoire des premiers leaders africains qui ont réfléchi sur l'intégration est une base solide pour matérialiser l'ambition et donner une réponse globale à quelques préoccupations contemporaines. Kwame Nkrumah et bien d'autres avaient en tête la possibilité, pas la possibilité, la nécessité d'un État fédéral. C'est-à-dire de partir d'une organisation qui est composée de micro-États. À la constitution de cette organisation, les États étaient très faibles, peu de moyens économiques, même souveraineté fragile. Donc l'objectif était de faire en sorte que l'Afrique soit forte à travers une union qui permette progressivement à tous les États qui la composent de se retrouver dans un seul État. L'intégration régionale qui au début mettait en avant la politique a migré au fil du temps vers des exigences socioculturelles et économiques. Quand on a commencé l'OUA, l'idée d'intégration était politique. C'était une idée qui venait du mouvement panafricain et il y a des éléments de ce mouvement qui sont toujours d'actualité, comme par exemple le principe de la solidarité, le principe de l'unité des peuples d'Africains par rapport à leur voix dans le monde. Et aussi le principe très important d'enrichir le monde avec l'héritage culturel africain. Pour une intégration régionale durable, des défis comme l'alternance démocratique et l'ouverture politique des pays africains sont à relever. Le premier défi, selon nous, c'est la question de la souveraineté nationale. Les Africains, chaque pays est jaloux de sa souveraineté. Alors qu'on a signé des textes, des traités qui invitent les États à abandonner partiellement ou totalement certains aspects de leur... Donc il y a le refus de faire l'intégration politique. Il va falloir que nos décideurs politiques en soient conscients, qu'il y ait plus de bonne gouvernance, ce qui nous manque et nous fait défaut, qu'il y ait beaucoup plus de gouvernance, de bonne gouvernance économique, c'est ce qui nous fait aussi défaut. Mais je pense qu'il va falloir travailler pour une véritable transition démocratique, un droit à la différence dans l'unité, éliminer les agendas locaux de leadership parfois personnels et avoir une vision beaucoup plus globale du continent et non pas trop nombriliste comme c'est le cas aujourd'hui. Selon certains observateurs, l'Union africaine demeure déchirée par la réticence des États membres à abandonner leur souveraineté au profit d'une intégration globale des États. Ce qui explique encore les problèmes de libre circulation des personnes et des biens dans certaines régions du continent. Je suis d'origine marocaine, de la frontière maroco-algérienne. Je suis natif de Oujda. Oujda, c'est sur la frontière, c'est-à-dire il n'y a même pas de frontière physique, il n'y a même pas de relief. La moitié de la ville d'Oujda, elle est faite d'Algériens. Et la moitié de la ville d'Oran, c'est pareil. Et pourtant, ça fait une vingtaine d'années et la frontière est fermée. C'est aberrant, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de justification. Même si les frontières restent fermées dans certaines parties du continent, des efforts sont en train d'être faits par les chefs d'État pour changer la donne. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les actions des gouvernements sont visibles. Depuis plus de 30 ans, les visas ont été abolis dans cette partie du continent africain. La région Afrique de l'Ouest a fait de grands progrès dans la libéralisation de la circulation des personnes et des biens. Nous avons le passeport CEDEAO, nous avons aboli les visas,
nous avons le droit de résidence et même le droit d'établissement. Mais nous sommes conscients que nos citoyens continuent à subir des tracasseries lors de la traversée des frontières ou dans leur droit de résidence dans d'autres pays. Après le processus de l'intégration politique et culturelle, l'un des grands défis réside dans la matérialisation de l'intégration économique. Des régions du continent sont encore à la traîne avec un taux de change intra-régional relativement faible. On a un taux d'intégration et d'échange intermaghrébin qui n'arrive même pas à 2,5% de notre commerce international. Et on est vraiment le parent pauvre des unions africaines à cause de problèmes de rivalité, de problèmes frontaliers. En Afrique de l'Ouest, 3 expériences d'intégration et de coopération fonctionnent correctement. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union du fleuve Mano. Elles ont permis des avancées sur le plan politique, socioculturel et économique. Quand vous prenez le commerce intra-régional, c'est la SADC qui fait le bon score, avec autour de 22% entre pays de la SADC, suivi de la CEDEAO, 19% entre pays de la CEDEAO. Mais la dernière région, c'est l'Afrique centrale, avec 1,2%. 1,2% entre eux-mêmes. Bon, vous voyez que le commerce intra-africain est faible du fait aussi, en partie, des infrastructures. Il n'y a pas d'intégration monétaire, il n'y a pas d'intégration financière. L'Afrique a au moins 42 monnaies en circulation sur l'espace. L'union monétaire et financière sont des défis également importants dans le processus d'intégration du continent africain. La monnaie unique, c'est l'ambition des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'ici 2020. La CEDEAO a pour ambition d'arriver à créer une monnaie unique à l'horizon 2020. Ce processus a été réexaminé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2013, qui a décidé, pour nous permettre d'être à l'heure, d'être au rendez-vous de cet objectif, de confier la responsabilité à 2 chefs d'État, à savoir le président John Dramani Mahama, président du Ghana, et le président Mahamadou Issoufou, président du Niger, le soin de superviser pour eux la mise en œuvre de cette stratégie de création d'une monnaie unique. La dynamique de l'intégration régionale en Afrique ne saurait se concrétiser sans les avancées considérables dans le domaine de l'énergie, la construction des infrastructures terrestres, maritimes et aériennes. Par ailleurs, l'adoption du tarif extérieur commun par les autres régions à l'instar de la CEDEAO pourrait transformer le continent à travers une union douanière solide, en contribuant ainsi à dynamiser les échanges commerciaux entre les pays. Samuel, véritable facteur de développement, cette intégration régionale pour le continent africain? Oui, véritable facteur de développement, mais sous-exploité. Sous-exploité parce que les problèmes ont été énumérés dans ce reportage. Il y a des facteurs historiques qui expliquent ces freins qui sont liés à l'intégration régionale, mais il y a aussi des problèmes d'ordre institutionnel. Il y a des problèmes liés à la volonté politique des chefs d'État qui doivent céder des pans importants de la souveraineté nationale à des institutions, soit régionales ou continentales. Et tant que ce pas n'est pas franchi, on ne pourra pas parler d'intégration régionale et on ne pourra pas tirer le maximum de profit de cet important facteur de développement, surtout à l'ère de la mondialisation où la concurrence économique est féroce. Aucun des États, à lui tout seul sur le continent, ne peut faire face à la rivalité économique internationale. Il faut absolument des mariages économiques entre les différents États pour pouvoir peser dans les négociations commerciales internationales. Ce qu'il faut relever justement, c'est qu'il y a un frein qui est structurel, celui lié aux infrastructures. Tant qu'il n'y a pas des infrastructures de communication, de transport, on ne peut pas faire appliquer le droit lié à la libre circulation, lié à au libre établissement ou de résidence. Donc il faut absolument mettre en place des infrastructures inter- ou intracommunautaires pour pouvoir justement booster les économies nationales.
Alors Daouda, on a parfois l'impression que cette intégration régionale a fait peur aux États à cause de leur souveraineté, jalousement gardée. Oui, tout à fait. C'est toujours le même problème, et c'est un problème africain malheureusement. On a du mal à céder ce qu'on a acquis de longues luttes. C'est sans doute ce qui fait ce phénomène. Par contre, je pense qu'on ne devrait pas, parce qu'on l'a vu avec l'exemple de l'Union européenne, les États ont gardé leur souveraineté nationale, en tout cas sur le plan politique et même sur le plan économique, sauf qu'ils s'engagent à respecter un certain nombre de règles. Ce modèle pourrait très bien marcher chez nous. On n'en est pas encore là, parce que c'est vrai qu'il faut laisser le temps au temps aussi, parce que bon, la construction des autres espaces comme l'Union européenne, etc., c'est fait sur plusieurs dizaines d'années. Mais je pense que Samuel a raison, il faudrait qu'on essaie qu'il faudrait plus de volonté politique en fait pour arriver à ça. Le jour où Abuja, Arusha, Gaborone et Libreville, puisque c'est les sièges des organismes régionaux, parlent le même langage, peut-être qu'on fera un vrai pas vers la véritable Union africaine. Alors, Gratien, il y a en effet un manque de volonté politique, mais ce n'est pas uniquement ce qui manque. Pour rendre effective cette intégration régionale, il manque également des infrastructures. Oui, il manque des infrastructures. Il y a aussi cette volonté en fait qui crée aussi les infrastructures. Du moment où on se dit par exemple que on n'a pas besoin d'avoir un chemin de fer qui va relier Nairobi et Brazzaville par exemple, du moment où on peut se dire que c'est pas grave, on peut transporter la marchandise vers l'Europe et revenir en Afrique. Donc, il y a toujours ce problème d'infrastructure qui est lié à ce manque de, je dirais pas de volonté, mais je dirais de visibilité. Je vais vous donner un exemple simple d'une banane. Une banane ivoirienne. La Côte d'Ivoire exporte les bananes au Maroc. La banane ivoirienne transite par Orly en France et débarquée, arrive dans le marché, ce qu'on appelle le marché international d'Orangis. Et après, on embarque, à partir d'une société que je ne vais pas citer, la banane est encore embarquée pour être transportée au Maroc. Vous imaginez tout le parcours. C'est-à-dire que le prix du banane va doubler. Le Marocain, au lieu d'acheter 2 bananes, il va acheter une seule banane. Et c'est l'économie ivoirienne qui en pâtit. Au lieu de privilégier finalement les relations entre les États rapidement, les chemins de fer ou les avions. Donc c'est pour vous dire qu'il y a cette volonté, mais aussi ces infrastructures. Du moment où ce n'est pas créé, même les gens qui font les entreprises, qui ont des entreprises, l'économie ne peut pas suivre. Donc il y a vraiment ces investissements à faire. En plus, on peut demander même au secteur privé de participer. Alors on parle beaucoup d'économie quand on pense à l'intégration régionale, mais il y a aussi un volet politique très important, Samuel. Oui, il y a un volet politique, les deux sont liés. Il faut absolument que les deux aillent ensemble. Et il faut, si on prend l'exemple de l'Union européenne dont faisait allusion Daouda tout à l'heure, on va se rendre compte que le projet européen à la base est un projet politique. Mais il bute justement sur des défis politiques et trouve un moyen pour revenir sur des questions économiques qui fâchent plus tard. Il trouve des centres, une communauté d'intérêt à travers la communauté économique du charbon et de l'acier qui fonde la matrice même de la construction européenne. Les pays fondateurs de l'Union européenne avaient besoin l'un de l'autre d'aide en termes de réhabilitation des infrastructures dévastées par la guerre. L'Afrique a connu quasiment les mêmes réalités. Simplement, il y a eu des erreurs historiques. Le projet panafricain est un projet ô combien important, à saluer, mais il y a des erreurs qu'il faut reconnaître. Les pères fondateurs de l'Union africaine avaient besoin d'un gouvernement immédiat, notamment Kwame Nkrumah, mais est-ce que dans la pratique cela était faisable, compte tenu de la complexité du continent? Est-ce qu'ils avaient mesuré l'importance et la profondeur des disparités à l'intérieur même du continent pour former un gouvernement continental immédiat au sortir des indépendances? Là, c'est une des erreurs qu'on peut reprocher. Pas sur le bien fondé du projet, qui est irréprochable. Mais maintenant, sur la mise en œuvre du projet, on a buté sur un certain nombre de choses, de contraintes. Maintenant, sur le plan économique, je dirais que s'il y a des freins à l'intégration régionale, c'est parce qu'il y a des similitudes structurelles
sur le plan économique. Ce sont des économies qui sont des économies de rente pour la plus grande part. Qu'est-ce que la Centrafrique va vendre au Gabon? Est-ce que la Centrafrique va vendre son diamant au Gabon alors que le Gabon n'en a pas besoin? Il faut donc développer le secteur industriel. Il faut transformer pour pouvoir vendre aux pays qui en ont le plus besoin. Il faut peut-être procéder par une spécialisation économique où certains pays sont spécialistes en matière de production de tel ou tel secteur pour vendre à tel ou tel autre secteur. Cela crée des dépendances. Il faut déjà créer des dépendances intra-régionales pour pouvoir construire un projet d'intégration. Gratien, vous vouliez rebondir sur les propos de Samuel? Oui, je vais rebondir en même temps. Je ne sais pas si c'est vraiment rebondir, c'est parce que sur ces problèmes qui empêchent les Africains de s'intégrer, disons de créer un espace d'intégration au niveau de toute l'Afrique, il y a beaucoup de points. On peut citer par exemple ce qui s'est passé, notamment après les indépendances, il y avait la guerre froide. Il y a beaucoup de pays qui ne pouvaient pas s'allier avec d'autres parce qu'ils étaient dans la mouvance de l'Union soviétique, des pays socialistes et des pays capitalistes qui étaient dans la mouvance des Américains, des Européens. Aujourd'hui, il n'y a plus la guerre froide. Mais beaucoup de pays restent sous la dépendance des autres pays, des pays européens, notamment une dépendance politique, dépendance monétaire, dépendance financière, dépendance même sécuritaire. Il y a des pays qui ne peuvent pas assurer leur sécurité sans avoir les forces étrangères. Donc, en tout point de vue. En tout point. Donc, ce qui fait que nous, les Africains, nous ne sommes pas libres pour nous mettre ensemble. Samuel parle de la Centrafrique peut produire pour vendre aux Congolais. Mais est-ce que Centrafrique, la République centrafricaine peut vraiment mettre des industries, notamment pour concurrencer des industries, disons-le, françaises qui produisent? Est-ce qu'ils peuvent produire des médicaments, empêcher que les vendre au Congo pour que le Congo ne les achète plus en France? Il y a toujours ce problème. C'est vraiment cette dépendance de l'extérieur. On n'a pas compris que nous, les Africains, l'Afrique nous appartient. Nous devons regarder d'abord chez nous ce qui se passe et essayer de s'intégrer, d'avancer comme certains commencent à le faire. Alors Daouda, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, ce rêve panafricain des pères fondateurs, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore y croire? On peut tout à fait y croire, sauf que bon, c'était pas possible avant, effectivement, notamment pour la guerre froide. Je pense que depuis 1989, c'est la fin de la guerre froide, donc chute du mur de Berlin. À ce moment-là, les pays qui s'étaient rangés vers le communisme en Afrique, comme la Guinée et d'autres pays, ne pouvaient pas écouter le discours pro-occidental des autres pays, qui étaient eux sous le coupe de l'aide publique au développement, de l'aide publique au développement, puisque si vous vous rangez vers les communistes, vous ne touchez plus l'aide publique au développement. Je trouve que cette aide nous a asphyxiés à un moment donné, et c'est le cas de le dire, puisque ça diminue notre indépendance et on ne peut pas s'en passer. Et pour revenir très rapidement à Mira sur le côté économique, plus on va voir un produit, l'oignon par exemple, l'oignon de l'Union européenne qui arrive sur le marché dans un pays africain va être moins cher que l'oignon qui est produit localement. C'est le cas du Sénégal, bien entendu. Et il y a d'autres produits pour d'autres pays. Et ça, c'est pas normal. Donc en fait, par contre, c'est une conditionnalité pour toucher l'aide. Il faut accepter que les produits européens rentrent. Et pour revenir, ça va être très rapide, sur le tarif extérieur commun dont on parlait. Un tarif commun pour favoriser le commerce entre pays, inter-pays africains, zone CEDEAO, CEAC, etc. C'est bien. Par contre, j'ai bien peur que toutes ces politiques de tarifs extérieurs communs, ce soit au profit des puissances qui vont importer, qui vont importer des produits exportés vers chez nous. Pardon. Merci Daouda, c'est le mot de la fin pour cette partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la partie économique de l'Africa News. On revient tout de suite.